Donc on va commencer le cours sur la halakha de Pessah. Alors, cette fois-ci, dans cette année, la Bdikat Hametz donc aura lieu jeudi soir. Ouais, il faut savoir que on fait la Bdikat Hametz, on a coutume selon la Rizal de déposer des morceaux de pain, 10 morceaux de pain dans la maison. Alors il faut simplement expliquer que la halakha de la Bdikat Hametz, c'est pourquoi le Rizal il a déterminé qu'il fallait mettre des morceaux de pain, parce que la halakha elle est que la mitzvah de rechercher le Hametz, la mitzvah de la Bdikat Hametz, c'est de rechercher du Hametz, pas forcément d'en trouver. Donc la mitzvah c'est de rechercher, donc si on a cherché du Hametz et on n'a pas trouvé, peu importe, on a fait la mitzvah. Donc la mitzvah c'est de rechercher du Hametz, donc on fait une mitzvah, la bracha al biu Hametz, dans l'intention de rechercher du Hametz. Mais comme c'est une marloquette, parce que d'après certains poskim, la mitzvah c'est pas d'en rechercher mais d'en trouver, et comme on n'est pas sûr d'en trouver, alors le Rizal, pour s'acquitter de la bracha, il a dit qu'il fallait mieux mettre les morceaux de pain et le rechercher pour s'assurer qu'on aura fait une bracha sur une bdika qui nous a permis aussi d'en trouver. Ça va? Pour s'acquitter de cette opinion. Maintenant, quand on va devoir mettre des morceaux de pain, il faut faire attention de ne pas les donner aux enfants, qu'ils aillent les cacher, parce que là, ça va être très fois compliqué de les retrouver, et que s'ils sont pas sûrs où ils les ont déposés, on risque d'avoir du Hametz chez soi qu'on n'a pas éliminé, qu'on n'aurait pas retrouvé. Donc c'est sûr que nous, on va les déposer soi-même, et on va ensuite les rechercher, même si ça s'est fait avec des enfants. Le but, c'est d'arriver à les retrouver. Maintenant, quand on fait la bracha al biu Hametz, on doit être mitkaven, on doit s'assurer d'abord que dans la kamana, on s'assure de faire la mitzvah que les chamim nous auront incombé de rechercher le Hametz pour ne pas transgresser baliré balimatsé, ouais, parce qu'on sait pertinemment qu'on va faire un bitoul, on va annuler le Hametz. Oui. Donc, puisqu'on va faire annuler le Hametz dans sa tête, alors la bdika, elle devient un midérabanan. Ça veut dire que les chachamim ont institué qu'il fallait rechercher le Hametz de peur d'arriver à le retrouver et le consommer. Parce qu'effectivement, toute l'année on mange du Hametz, et par accoutumance, on risque d'ouvrir un placard et de manger du Hametz. C'est la raison pour laquelle on va éliminer physiquement le Hametz. Autant que, là-bas les Rishonim m'expliquent qu'on va aussi éliminer le Hametz physiquement, parce qu'on n'est pas forcément capable intellectuellement de l'éliminer. Alors c'est pour ça que si on n'est pas capable de le faire mentalement, alors on va l'éliminer physiquement pour ne pas transgresser la Torah. Maintenant, quand on va faire la bracha, on va se rendre quitte de la mitzvah, et après cette bracha, elle va aussi servir on va faire la bdika, donc elle va servir à vérifier le Hametz qu'on a chez soi, dans son bureau, dans sa voiture, sa résidence secondaire, tous les endroits qui nous appartiennent ou bien dans lesquels on a usage. Alors on est obligé de faire la bdika de Hametz, d'aller vérifier les oraner à la lumière de la bougie, là où se trouverait du Hametz, dans tous les domaines duquel soit on est possesseur, soit on a un usage, un bureau, etc. Même des endroits, la cave, des endroits qu'on n'utilise pas souvent, mais effectivement on pourrait rentrer du Hametz dedans, on va aller vérifier le soir de la bdika, le soir de la vérification, où se trouve le Hametz. On peut aussi permettre à d'autres personnes de nous remplacer, nommer shaliach, ça veut dire des gens qui vont pouvoir le faire à notre place. Par exemple, si quelqu'un est des enfants adultes, il dit voilà, moi je m'occupe de faire la bdika chez moi, vous allez dans la voiture, au parking, vérifier le Hametz qui se trouve dans la voiture. Autant qu'ils peuvent aller au bureau ou à notre local pour aller faire la bdika Hametz, où on peut dispenser la mitzvah par quelqu'un d'autre en tant que shaliach, à condition que cette personne, elle soit bar mitzvah. Sinon c'est impossible. On a l'habitude de ne pas parler, on ne parle pas pendant la bdika Hametz, non pas parce que le fait de parler, ça crée une interruption dans la mitzvah, mais simplement pour éviter que les gens s'éparpillent ou les gens s'oublient. Donc on voudrait se concentrer dans l'objectif de retrouver du Hametz, c'est pour ça qu'on ne parle pas pendant la bdika Hametz. Mais pas parce qu'il y a un ifsek, une interruption. Quand j'ai fait la mitzvah, je ne peux plus parler parce que c'est un ifsek. Non, il n'y a pas d'ifsek, simplement il ne faut pas parler pour ne pas se déconcentrer. Voilà. Donc on va rechercher le Hametz. Allez, oraner. Maintenant vous pensez bien que la bdika, elle n'est pas symbolique. Oui, la bdika, elle est essentielle, profonde. Donc il faut aller chercher vraiment dans le Hametz qui se trouve chez soi. Donc on va rechercher effectivement aussi dans des endroits qui sont incongrus, comme par exemple d'aller chercher dans les cartables des enfants, dans les manteaux, dans les pantalons des enfants, oui, d'aller chercher dans la cuisine, dans les endroits où les enfants ou des gens sont susceptibles de mettre du Hametz. On a laissé un sac à dos quelque part qu'on avait utilisé pendant les vacances, peut-être qu'on a laissé du Hametz à l'intérieur, les cartables des enfants, des trousses, oui, des endroits où ils peuvent mettre des gâteaux. Donc il faut les vérifier aussi là-bas. Vous pensez bien que la lumière de la bougie, c'est impossible d'aller dans les placards, vérifier les manteaux, les pantalons. On va aller, donc d'abord c'est vrai qu'on va faire la vérification avec la bougie au départ, mais tous les endroits qui sont inaccessibles à la bougie,
on va le faire avec une torche. Donc il faudra avoir une torche avec soi, ouais, pouvoir avoir une torche avec soi pour effectivement vérifier dans des endroits pas accessibles à la bougie. Ça va, parce que la Birkat Hametz, elle doit se faire là où on peut trouver du Hametz, pas symboliquement aller chercher que les 10 morceaux de pain et on arrête la Birkat. Non, il faut vraiment aller chercher le Hametz là où il se trouve et dans les endroits où on pourrait en trouver. Donc on va faire la Birkat à la lumière de la bougie comme les Chachamim m'ont ordonné de faire, mais il faut aussi penser à faire la Birkat aussi dans des endroits qui ne sont pas évidents, comme d'aller dans le parking avec sa bougie, c'est compliqué dans la voiture de chercher le Hametz, autant que dans un bureau, voilà, on ne va pas aller avec sa bougie, donc on va partir avec une torche. Et là, c'est une chose à dire. Lorsqu'on a fini la Birkat Hametz, la veille de Pessah, on va faire un bitoul. Le bitoul Hametz, ça veut dire on sait pertinemment qu'il nous reste du Hametz, parce que les morceaux de pain qu'on a conservés, le pain qu'on va devoir manger le lendemain, ce pain on le conserve. Donc quand on fait le bitoul, l'annulation du Hametz, on va bien entendu annuler le Hametz qu'on n'aurait pas trouvé. Donc de la chazité, le Hametz qu'on n'aurait pas vu. Ce Hametz on annule. Mais le Hametz qui nous reste, bien entendu, on ne l'annule pas parce que demain j'ai besoin de brûler mon Hametz. Donc si j'annule le Hametz, c'est plus du Hametz. Donc j'ai besoin d'annuler simplement le Hametz que je n'ai pas vu, celui qui m'échappe. Donc dans le texte du bitoul, de l'annulation du Hametz, il faut bien d'abord le comprendre. Parce que quand je lis un texte en araméen et que je ne le comprends pas, le bitoul ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui est mentalement acceptable. Il faut que la personne comprenne ce qu'elle fait. Mais si elle ne comprend pas ce qu'elle dit, ça ne marche pas. Donc il faut absolument comprendre et faire un bitoul du Hametz qu'on comprend. Ça va? On comprend le Hametz, le bitoul. Alors qu'est-ce que c'est que le bitoul? Alors, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que le bitoul Hametz? Qu'est-ce qu'on appelle l'annulation du Hametz? Alors l'annulation du Hametz, oui, c'est comme ça. Il y a deux opinions dans les poskim. Ouais, l'annulation du Hametz, deux opinions. C'est celle de Rashi qui dit que Kol Chamira des Kapikshudé, de tout Hametz qui se trouve dans mon domaine, des chazité ou de chazité, quand je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu, avec Hashim ou Batil, il est considéré et annulé comme la poussière de la terre. Alors bien sûr, que quand on fait l'annulation du Hametz, le soir après la vérification du Hametz, il faut comprendre que c'est que le bitoul Hametz. Qu'est-ce qu'on appelle annuler du Hametz? Alors, il ne faut pas comprendre qu'on va dénaturer mentalement le Hametz en disant voilà, ce Hametz-là, il est du pain, il devient de la poussière. C'est du gâteau, il devient de la poussière. On ne peut pas, impossible d'annuler, de déformer la nature des choses. Donc, il faut comprendre qu'il est comme de la poussière, ça veut dire que de la même manière que je ne me nourrirai jamais de poussière, je ne veux plus me nourrir de ce pain, de ce gâteau, de tout ce qui a pu fermenter. C'est ça que ça veut dire. Bitoul, ça veut dire qu'on va annuler, on va reconsidérer l'importance du Hametz, et ça, effectivement, toutes les capacités qu'il avait de me nourrir, je l'annule, j'en veux pas, je veux pas me nourrir avec. C'est ça le bitoul Hametz. Ça, c'est d'après Rashi. D'après Tosfot, vous voyez, c'est de considérer que le Hametz ne m'appartient plus. Ça veut dire que je me dépossède financièrement de ce Hametz. Il n'est plus à moi, je n'en veux pas. Comme ce qui s'est marqué dans la Torah, Lo yirae lecha Hametz, que ne soit pas vu chez toi, à toi, du Hametz. Donc Rashi dit, le Hametz qui est à toi, il n'est plus Hametz à tes yeux, donc il est à toi, mais c'est de la poussière, donc il a, entre guillemets, ça veut dire qu'il n'a plus la capacité de te nourrir, tu ne veux plus te nourrir avec. Il est à moi, mais je ne veux plus me nourrir avec, ça suffit pour l'annuler. D'après Tosfot, c'est du Hametz, mais il n'est plus à moi. D'après Rashi, il n'a plus la vocation à me nourrir. D'après Tosfot, il a vocation à me nourrir, mais il ne m'appartient pas. Et je ne peux pas, et je ne vais jamais transgresser la Torah de posséder du Hametz lorsque le Hametz ne m'appartient plus. Ça va? Donc c'est clair que. Bon. Donc c'est-à-dire que d'après ces deux opinions, c'est comme ça qu'on va faire le bitoul. Oui? On va annuler le Hametz, ça veut dire qu'on va réfléchir, on va dire, tout le Hametz qui se trouve chez moi, il est batil. Batil, ça veut dire que je le déconsidère, autant que je me dépossède, je l'abandonne. Le Hametz que je n'ai pas vu, il n'est plus possible que sous le plafond, il y ait du Hametz, dans un endroit où on n'aurait pas imaginé, il y ait du Hametz. Et là, ce Hametz-là, il est possible qu'il se trouve chez moi. Et bien, je l'annule de cette manière. Ça va? Ça, c'est d'après Rachid, c'est comme ça qu'on fait le bitoul Hametz. Donc, on va faire la vérification du Hametz. On cherche le Hametz là où il se trouve. Et après qu'on ait fait la vérification, on va l'annuler. Ça, c'est comme ça on doit procéder. Ça va? Lorsqu'on a fait le bitoul le lendemain, donc le lendemain, on est le jour de Pessah. D'accord? On est la veille de Pessah. Et il faut savoir comme ça, que d'après la Torah, on n'a plus le droit de posséder du Hametz à partir de la moitié de la journée. Chatzot Hayom, ça veut dire la 7e heure entamée. Seulement les Chachamim ont fait des décrets, oui,
Parce qu'on a remarqué que dans la Torah est mahmira, la Torah est exigeante. Oui, elle dit, il n'y a aucun interdit de la Torah qui serait un interdit de consommer quelque chose et qui nous interdirait d'en posséder. Ça n'existe pas. Voilà. J'ai pas une interdit j'ai une interdiction de manger du cochon, mais j'ai pas l'interdiction de posséder du cochon chez moi. Ça n'existe pas. Par contre, la Torah a interdit de posséder du chametz autant qu'elle interdit d'en consommer. C'est chose qu'on a vu nulle part. Donc, comme la Torah est exigeante, autant que le chametz, on a l'habitude d'en manger toute l'année, et une semaine par an, on n'en mange pas, cette différence occasionne une chumra des chachamim. Ça veut dire que l'accoutumance à manger du chametz pourrait entraîner à ce que par habitude, on mange du chametz pendant Pessah, vous voyez, par accoutumance, et ça, chachamim, ils ont eu peur qu'on tombe dans ce piège, et c'est pour ça qu'ils ont fait des décrets particuliers. On nous a voulu nous éloigner de l'interdit. Alors, les chachamim ont interdit de consommer du chametz à partir de la 4e heure. Ça veut dire que 3 heures de jour plus 1 seconde, on ne peut plus manger de chametz. Ça va, on ne peut plus consommer du chametz. La 5e heure, on ne peut pas en profiter. Ça veut dire que s'il me reste des pâtes, je ne peux pas les donner à une femme de ménage ou une personne non-juive. Je ne peux pas. Et à partir de la 6e heure, 5 heures et 1 minute et 1 seconde, je devrais brûler mon chametz avant cet horaire. Oui, donc quand je dis 6 heures, ça veut dire qu'on est 1 heure avant la Torah. La Torah, c'est la 7e heure, là je suis dans la 6e heure. 5 heures d'entamé, d'accord? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on appelle 1 heure? 1 heure, c'est 1 heure zmanite. Ça veut dire qu'on va diviser la journée par 12, les heures de jour par 12, et là on aura 1 heure zmanite, 1 heure de jour, qu'on multiplie par 3 à partir du lever du jour, oui, et là on aura exactement l'heure à laquelle on ne pourra plus consommer, et 1 heure après, on ne pourra plus en profiter, et 1 heure après, l'heure où on devra brûler le chametz. Ça va? Faire attention que lorsque vous allez manger du chametz, parce qu'il vous en reste, effectivement, ou des gens qui vont faire le sioum masechet, des gens qui sont des aînés, ils vont devoir participer à un sioum, d'une conclusion d'études qui se fête, et cette fête permet à la personne de ne pas jeûner, quelqu'un qui devrait être, quelqu'un qui est un aîné doit jeûner, et là il ne va pas jeûner. Ça va, il va manger ce sioum, il va manger le repas de cette fête qu'on organise pour une conclusion de traité de masechet, et il va pouvoir manger à ce moment-là. Quand on a quand même du chametz chez soi, ou bien qu'on donne aux enfants, ce chametz, il faut s'assurer qu'on ne puisse plus le consommer à partir d'une certaine heure, et vérifier de se brosser les dents. Ouais, vérifier qu'on doit se brosser les dents avant l'heure fatidique de la 4e heure. Parce que le chametz qui reste dans la bouche, s'il reste entre les dents du chametz, on risque de le consommer après la 6e heure, et là c'est un souci. Ça va? Et après, bien entendu, après la 4e heure également. Ça c'est un problème, donc il faut faire attention. Après qu'on ait fait, donc on est passé au bio. Alors qu'est-ce qu'on appelle le bio chametz? La Gemara, elle dit que là-bas que le bio chametz, le brûler du chametz, un bio chametz à la srefa, la manière d'éliminer le chametz, de le brûler, c'est vraiment effectivement de le brûler. Donc d'après il y a Rabbi Yehuda, on va brûler le chametz, et d'après Chachamim, zoré l'arroir, on va vanner, on va prendre du pain, le pain on va le vanner au vent, ou bien on va le jeter dans la mer. Batilayam, on jette dans l'eau. C'est une autre manière de l'éliminer. Mais dans la lacha, il est qu'on doit brûler le chametz. Et si on n'a pas le choix, alors on s'en débarrasse. La première chose à savoir, d'abord, il ne faudrait surtout pas oublier de se débarrasser du sac de l'aspirateur qu'on a gardé. Ouais, on a fait l'aspirateur toute la semaine pour éliminer le chametz. Il ne faudrait surtout pas oublier de retirer le chametz qui se trouve dedans. Il faut vider le sac de l'aspirateur pour s'en débarrasser. À part ça, les poubelles, les chametz qui nous restent, oui. Ceux qui veulent le brûler, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas le brûler, oui, qui ne peuvent pas tout brûler, alors ils vont se débarrasser du chametz. Surtout ne pas garder le chametz et le mettre dans le local à vide ordure, le local à poubelle. Ouais, parce que j'ai un droit, parce que je loue l'appartement, ou je vis dans l'appartement, j'ai un droit de déposer mes poubelles dans le local à poubelle. Ce local à poubelle, il y a une sorte d'usage qui m'est propre, et donc un attachement à ce local qui fait que si je laisse mon chametz dedans, et qu'il n'est pas débarrassé avant la 6e heure, je vais transgresser la Torah. Ça va? Oui, que j'aurais possédé du chametz, j'aurais été mes baptêmes, et si j'ai mal fait, mon bitou, je l'ai mal fait, j'ai du chametz à moi dans un local que je loue. Donc il faut absolument le chametz qui vous reste, le sortir de l'endroit où vous vivez. Ça va? Le mettre dans les poubelles à l'extérieur, mais jamais ou chez vous ou bien dans un local. Ça va? Un local que vous louez parce que c'est encore chez vous. Vous voyez, c'est du chametz à vous, chez vous, ça c'est interdit. Comment on fait bio chametz? Alors, le bio chametz, moi ce que je préconise, c'est de prendre une marmite. Si vous avez un balcon, où il y a des gens qui ont des terrains ou des jardins, vous prenez moi je prends toujours une sorte de marmite, de chametz. Qu'est-ce que je fais? Je mets de l'aluminium à l'intérieur. Et je laisse dépasser l'aluminium. Ouais. Et je mets l'aluminium à l'intérieur, je laisse dépasser. Et qu'est-ce que je fais? Je prends des caisses, vous savez, les caisses en bois du marché là. C'est du bois, du combustible. Donc c'est ça que je vais prendre. Les gens qui prennent dans l'eau lave,
Parce que de mettre du carton ça brûle, ouais, mais ça brûle trop rapidement pour pouvoir brûler du chametz. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends du bois, la cagette de bois je la casse et je le mets dans l'intérieur de cette marmite et je mets du bois et je mets aussi du carton pour alimenter le feu. Ensuite je mets du whey spirit, mais je ne mets pas du whey spirit sur le pain. Qu'est-ce que font les gens? Ils mettent du pain, ils mettent du whey spirit et ils les enflamment. Et si vous mettez du whey spirit sur du pain, c'est plus du pain. Du moins c'est du pain qui est inconsommable, donc c'est plus du pain consommable, donc c'est plus du pain. Et donc quand je brûle le chametz, je brûle plus du pain. Donc faire attention de mettre du whey spirit, mais toujours à côté, ouais, sur les côtés, pour éviter de toucher le pain, pour ne pas justement l'entamer et faire qu'il soit plus consommable. C'est très important de le faire de cette manière. Maintenant, moi ce que je fais, d'abord il faut d'abord les défaire, parce que souvent les gens enveloppent leur chametz dans du papier aluminium, ça ne peut pas brûler non plus comme ça, donc il faut défaire le papier aluminium, ne pas mettre les morceaux tels quels. Parce que lorsque je mets le chametz tel quel, qu'est-ce qui va se passer? De brûler du chametz, c'est très long. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais simplement griller en surface. Quand vous allez brûler votre chametz, vous allez casser en deux, vous allez voir qu'à l'intérieur, il n'est pas brûlé du tout. Donc c'est sûr que ce n'est pas la manière de le faire. Comment on va faire? On va l'émietter le chametz. Le chametz, vous allez l'émietter dans la marmite pour le brûler. Et on peut brûler des miettes, mais on ne peut pas forcément brûler des morceaux de pain. Ne brûlez pas des baguettes. Prenez juste 30 grammes de chametz et émiettez-le dans la marmite et brûlez-le de cette manière. C'est comme ça qu'on fait. Ça va? Voilà. Quand vous avez brûlé tout ça, après que ça soit bien brûlé, alors vous mettez de l'eau dedans, assurez-vous qu'il est bien éteint, et vous récupérez ce sac que vous avez en fait fabriqué, qui est avec l'aluminium, là, vous roulez tout ça et vous tirez, et vous jetez ce chametz qui est brûlé. Et après qu'on l'ait brûlé, on fait un autre bitoul. Il y a une autre annulation, et là on va dire le chametz que j'ai vu, mais qui n'est pas forcément brûlé, ou que je n'ai pas vu, qui était chametz qui était encore caché, et que j'annule de la même manière qu'on l'a expliqué auparavant, selon Rashi, que je déconsidère ce chametz, et selon Tosfot, que je me dépossède du chametz qui pourrait ne pas avoir brûlé, ou que je n'ai pas forcément trouvé chez moi. Oui. La différence entre la bika, la vérification du chametz, et le bitoul, la différence c'est que quand je fais une bika, une vérification, c'est physique. Le bitoul, c'est mental. Donc je peux me déplacer. Par exemple, vous êtes parti en Israël, vous avez, dans votre cas, vous avez oublié de débarrasser du whisky. Ça va, que vous n'avez pas vendu. On peut faire un bitoul mental. C'est-à-dire de dire, j'annule le chametz qui se trouve dans ma cave, dans mon appartement, dans ma cave. C'est possible mentalement de le faire, le bitoul. Mais la bika, il faut quelqu'un de physique pour s'en débarrasser. On peut le donner à un enfant, c'est-à-dire un jeune homme. C'est-à-dire si le père n'est pas là. Oui, on peut nommer quelqu'un à sa place, chaliar, ouais. Mais c'est pas chaliar, on peut dire on téléphone à quelqu'un, on lui dit écoute, là j'ai laissé du chametz, t'as les clés, les clés sont à tel endroit, va et sort ce chametz. D'accord? Mais la différence entre le bitoul, l'annulation et la bika, c'est qu'elle est physique, donc il faut absolument intervenir physiquement, alors que l'autre elle est mentale. Et c'est vrai que des endroits où on pourrait pas, on est juste avant Shabbat ou avant Pessah, et on n'a pas eu le temps de le faire, on peut mentalement réussir à le faire à la seconde. Ce qui est impossible physiquement. Vous avez compris? On ne peut pas se déplacer, mais on peut se déplacer mentalement et annuler le chametz. Voilà. Donc ça, c'est la bika et c'est le bitoul. Maintenant, on va passer au seder de Pessah. Alors, le seder de Pessah, il y a 2 mitzvot minatora le soir de Pessah. Ouais. La première mitzvah, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Ouais, Vigata et Mitra, Bayoma ou le mort, c'est mitzvah minatora. Et aussi, de manger des matzot, c'est minatora. Ça va? Il y a 2 mitzvot minatora. Tout le reste n'est pas minatora. Les arba kosot, les 4 verres de vin, c'est pas minatora. Le fait de manger du maror, c'est pas minatora. Ouais, les herbes amères, c'est pas minatora. De manger le korer, c'est la matzah et le maror ensemble, c'est pas minatora. Et la ficomane, la matzah qu'on mange à la fin du repas, non plus n'est pas minatora. Ça va? Tout ça, c'est midrabanan. D'accord? Mais les seuls mitzvot qu'on a minatora, c'est de dire la Haggadah de Pessah et de manger des matzot. Il faut savoir que les femmes, autant que les hommes, ont l'obligation à Pessah de faire toutes les mitzvot. Oui? Donc les femmes, autant que les hommes. Ça veut dire que si une femme ne comprend pas l'hébreu, ou un homme ne comprend pas l'hébreu, pour lui c'est du charabia. Ouais. Il n'est pas quitte de la mitzvah. Donc il faut lire en français, ouais. Il faut lire la Haggadah et l'expliquer en français pour qu'on soit sûr d'avoir compris ce qu'on dit. Parce que si vous ne comprenez pas, ou si quelqu'un ne comprend pas, je sais que en Tunisie, au Maroc et tout, ils faisaient la Haggadah en arabe, carrément. Des enfants apprenaient au Talmud Torah, ils apprenaient la Haggadah en arabe. Ils la racontaient en arabe pour être sûr de comprendre. Oui, parce que la mitzvah, c'est de raconter la sortie et de comprendre ce qu'on dit. Mais si on ne comprend rien, c'est des on ne comprend rien, c'est sûr qu'on n'a pas fait la mitzvah. Donc très important que cette mitzvah se fasse de façon cohérente. C'est la mitzvah minatora. Alors on va commencer le seder. Donc c'était pour vous expliquer que voilà les mitzvot qu'on a qui nous encombrent. Maintenant,
Pessah, donc Kadesh, la première chose qu'on fait, c'est le Kiddush. D'accord? Donc, le Kiddush, c'est avec le premier, il y a 4 verres. Le premier verre, c'est le verre du Kiddush. Le premier verre, le verre du Kiddush, ce verre-là, on va dire Boré Père Geffen. Mais nous, les Sfaradim, on dit Boré Père Geffen 2 fois. Un pour le premier et pour le troisième. Le troisième verre, c'est le verre du Birkat Amazon. Après avoir fait Birkat, on va faire Birkat sur le Kos numéro 3. Et lorsqu'on aura fini le Birkat Amazon, c'est clair qu'il va falloir redire une bracha. Parce qu'on a fini de manger. Donc là, quand on prendra ce verre, on dira Boré Père Geffen sur celui-là. Et la bracha Acharona, la dernière bracha, elle sera dite après. À Geffen, la Père Geffen, elle sera dite d'après le 4e. Ça va? Premier verre, je dis la bracha, et le troisième. D'après les Ashkenazim, souvent il y a des Agadot, vous allez voir des Agadot où ils font des brachot sur tous les verres. Boré Père Geffen sur tous les verres, mais c'est pas notre coutume à nous, Sfaradim, de faire de cette manière, c'est Ashkenaz. Donc si vous avez des Agadot comme ça, sachez qu'il ne faut pas dire la bracha à tous les verres, mais seulement au premier et au troisième. Maintenant, on va y faire le Kiddush. Lorsqu'on fait le Kiddush, on acquitte les gens. Bien sûr, parce que la baïd, la personne qui va dire le Kiddush, elle doit acquitter les gens qui devraient dire Kiddush eux-mêmes. Donc le père de famille va acquitter les gens, donc il faut s'acquitter, et donc acquitter et s'acquitter de la personne qui dit. D'accord? Ensuite, on va boire le verre de vin. Première condition, c'est de savoir qu'il y a des shiurim, ça veut dire qu'il y a des mesures. Combien il faut boire de vin pour s'acquitter de la mitzvah? Alors, on a une discussion dans les décisionnaires. Entre le Rav Chaim Naeh et le Chazon Ish. Le Rav Chaim Naeh, il dit qu'il faut boire un révit, c'est 8,6 centilitres. Donc, pour vous donner une idée, un gobelet en plastique, c'est 20. Donc, la moitié d'un gobelet, c'est 10. Un peu moins que la moitié d'un gobelet, c'est 8,6 centilitres. On est quitte de la mitzvah. Ça va? 8, après le Chazon Ish, c'est 15. 15 centilitres, un peu moins qu'un verre entier. D'après le Chazon Ish. L'halakha, elle est qu'a priori, il faut boire du vin. Du de Shulchan Aruch, que même quelqu'un qui n'aime pas le vin, il faut se forcer à boire du vin. Maintenant, vous pensez bien que si quelqu'un ne supporte pas le vin, il ne supporte pas l'alcool, et qu'il va boire du vin, il va boire un bon verre de vin, il va boire un deuxième verre de vin avant de commencer la Gada. Le vin que je vais boire, il n'est pas minatoire. La Gada, elle est minatoire. Je ne vais pas me priver, moi, de ne pas pouvoir faire la Gada sous prétexte que je ne supporte pas le vin parce que ça me saoule, ou bien parce que je ne veux plus avoir la tête pour le dire, ma Gada, donc je ne vais pas me priver de dire. Donc, il faut comprendre que si vous ne pouvez pas supporter le vin, vous pourrez faire un mélange avec du jus de raisin. Parce qu'a priori, c'est du vin cru qu'il faut boire, du vin cru a priori, pas du vin cuit. Du vin cru, pas du vin cuit, ni du jus de raisin, ni des vins mélangés avec du miel, vous savez ce que du miel, etc. Ce ne sont pas des vins qu'on prend a priori. Pourquoi? Parce que le vin qu'on retrouvait sur l'hôtel, dans le misbeach, ce qu'on appelle Nisur Hayaïm, ça veut dire la libation du vin dans le misbeach, c'est du vin cru. Oui? Donc tout le vin qui n'est pas cru, c'est pas du vin a priori. Alors si on ne supporte pas, on n'en trouve pas. Ou bien on reçoit des gens qui ne sont pas juifs, ou bien des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, et qu'ils ne peuvent pas toucher le vin, à ce moment-là on prendra du vin cuit a priori. Mais sinon, il vaut mieux prendre du vin qui n'est pas cuit, et si on ne supporte pas, alors on peut faire des mélanges avec du jus de raisin. Ça va? Ou bien boire du jus de raisin carrément pour des femmes qui ne supporteraient pas du tout et prendre du jus de raisin. Quand on boit le vin, on le boit accoudé. Ça va? C'est une halakha accoudé. Parce que si on n'a pas été accoudé le moment où on a bu le vin, alors on n'est pas quitte de la mitzvah. Khérout, il faut montrer un signe de liberté. Donc on s'accoude du côté gauche et pas du côté droit des Agmara. Pourquoi? Parce qu'on a la trachère et l'œsophage, et lorsque, vous savez qu'il y a un clapet entre les deux, il nous arrive d'avaler de travers. Et des fois, des gens parlent et ils boivent ou ils mangent en même temps, et le liquide passe dans la trachée artère et on étouffe. Donc faire attention, c'est un sakana, un danger. Quand on se tourne à droite, alors le clapet il s'ouvre, et là quand on boit, l'eau elle rentre directement dans la trachée artère. Et donc c'est pour ça qu'on se tourne complètement à gauche, pour éviter qu'elle s'ouvre, ce clapet s'ouvre, et à gauche il ne s'ouvre pas, donc c'est comme ça qu'on doit faire. On doit s'accouder du côté gauche. Si on ne s'accoude pas, on n'est pas quitte de la mitzvah, il faudrait recommencer le Borek Pagafen. Donc, important de s'accouder, n'oubliez pas de vous accouder. Les femmes, autant que les hommes, s'accoudent. Premier verre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, Révit. Donc, on a dit Révit, c'est 8,6 centilitres d'après les Sfaradim. Oui. Ne prenez pas des gros verres, parce que les gens ne se rendent pas compte, ils prennent des ballons comme ça de verre. Des verres voilà, spécifiques. Très bien. Voilà, des verres qui contiennent des choses, donc mesurés, pour être sûr de boire la vraie quantité et pas trop. Il y a des gens qui prennent des gros verres, ils remplissent bien dedans et ils ne se rendent pas compte qu'ils boivent 25 centilitres. Donc c'est dommage de boire trop et de ne pas pouvoir faire la mise ensuite. Kadesh, donc quand on a fait le kiddush, ou khatz, après on se lave les mains. Pourquoi? Parce qu'on va devoir tremper le karpas, que le céleri, dans l'eau salée.
Il faut savoir que tous les aliments que vous consommez, il faut, s'ils sont humides, se laver les mains avant. Parce qu'on a un principe que les mains, elles bougent. Les mains sont... On n'est pas toujours conscient de ce qu'on touche. On peut se gratter, on peut se toucher en tous les endroits cachés du corps, on peut se salir les mains. Donc on dit que les mains sont ascaniotes, c'est-à-dire qu'elles bougent tout le temps et on ne peut pas garantir qu'elles soient propres. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va devoir toucher, manger des légumes ou bien des fruits humides, parce que c'est l'humidité qui transmet la touma. Des fruits secs ne sont pas humides, qui ne sont pas humidifiés. La touma, si j'ai les mains tamées, ça ne rend pas tamé la chose, le fruit, donc c'est parce que c'est humide. Donc tous les liquides rendent tamé les objets qu'on touche si on n'a pas lavé aux mains auparavant. Si vous prenez des olives, etc., ou des choses comme ça, elles sont humides, il faut toujours se laver les mains, ou des raisins, on mange du raisin qu'on a trempé dans l'eau, des pommes qu'on a trempées dans l'eau. C'est les choses qui sont humides, il faut absolument se laver les mains avant pour les consommer. Ça va? Donc comme ici on va prendre le karpas céleri, on va le tremper dans l'eau, il faut absolument se laver les mains sans bracha. Pour ça que le kadesh, on fait le kiddush, ensuite on se lave les mains, parce que le karpas, le fameux céleri, on va le tremper dans l'eau salée. Maintenant, pourquoi on mange du céleri? Alors on mange du céleri parce que pour juste créer l'interrogation chez l'enfant, comme ça la Gemara explique. Le céleri, le bâton de céleri qu'on mange, c'est juste pour que l'enfant s'interroge. On vient de faire kiddush, normalement on devrait faire des tétélés comme d'habitude et on mange. Non, on mange pas. On mange un petit morceau, une petite salade. Donc les enfants devraient s'étonner que c'est pas dans l'ordre des choses et c'est juste pour créer l'interrogation parce que l'interrogation un peu ça est fondamentale. Donc on crée des systèmes d'interrogation, comme ça on verra qu'il y a des choses anormales qu'on va organiser à Pessah pour justement créer l'interrogation et la stupéfaction et la curiosité chez l'enfant. Donc le karpas il sert à rien que à permettre à l'enfant de s'interroger. Donc on va prendre le karpas c'est du céleri, on fait une bracha, boré péri adama. Ça va? À quoi va servir ce adama? Il faut savoir que ce adama que je vais dire sur le karpas, il va servir à acquitter le adama du maror. Parce que normalement, quand vous mangez à table, vous avez fait les tièdes, vous avez fait botsi. Oui? Normalement, on ne dit pas de brachot dans le repas. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez manger accompagne le pain. J'ai fait motzi, donc j'ai mangé du pain, je vais manger des salades, je vais manger un poisson, je vais manger une viande, un légume, etc. Tout ce que je mange, c'est pour pas manger du pain seul. Donc l'aliment, il va accompagner le pain. C'est pour ça qu'on ne dit pas de brachot sur les aliments qu'on consomme. Et s'il n'a pas de rapport avec le repas, aucun rapport avec le repas. Par exemple, le maror, c'est pour la mitzvah, c'est pas pour le repas. Donc là, j'aurais dû dire boré péri adama sur le maror. Je devrais dire boré péri adama. Comment ça va? Comment je vais faire? Alors je vais m'acquitter du adama du maror en faisant un adama sur le karpas. Donc quand vous allez manger le petit bâton de karpas là, vous allez acquitter le bracha de adama du maror. Parce que les brachot que vous dites avant, elles acquittent celles d'après. Les brachot que vous dites avant le repas, elles peuvent acquitter ce que vous mangez pendant le repas. Par exemple le kiddush, vous faites boré péri geffen. Et bien ça va acquitter le geffen du repas. Ça va? On n'a pas besoin de refaire un geffen si on avait l'intention de boire du vin, parce que le geffen, le boré péri que j'ai fait pendant le kiddush, qui presse le pain, acquitte les brachot du repas, donc le geffen du repas. C'est clair? Donc le adama que vous faites du karpas, il va acquitter le adama du maror. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez manger, il faut manger moins de 30 grammes. Pourquoi? Parce que si je mange 30 grammes et plus, il va falloir dire la bracha avant de faire motzi. Or, si je fais la bracha, je dis boré nefashot rabot, je perds le adama, parce que j'ai fait la bracha adama, et après je l'ai acquitté en disant boré nefashot rabot, donc j'ai perdu l'adama, et ce adama j'en ai besoin pour le maror. Donc il faut absolument manger moins de 30 grammes. C'est clair? Je mange moins de 30 grammes pour m'assurer que cette bracha, elle va rester bracha pour acquitter le maror. Kadesh, uchatz, karpas, yachatz. Ensuite, on a 3 matzot sur le plateau. Là, la matzah du milieu, on la prend. On la casse en deux. Yachatz, on la casse en deux. Une partie, on va la glisser entre les deux matzot, et l'autre partie, on va la garder pour la ficomane à la fin du repas. Ça va? Kadesh, uchatz, karpas, yachatz, magid. Après, on va raconter la Gada de Pessah. Donc, avant de commencer une mitzvah, on doit s'acquitter de la mitzvah. Oui, quand je mets les tefilines, je me rends quitte de la mitzvah des tefilines. Quand je fais mon talit, je m'acquitte de la mitzvah du talit. Quand je prends mon loulav, je m'acquitte de la mitzvah du loulav. Je suis mitkaven, j'ai l'intention. Donc ici, pareil. Il faut savoir qu'on doit s'acquitter de la mitzvah de la Gada de Pessah. Donc on va dire, je m'acquitte, je vais faire la mitzvah de la Gada, je m'acquitte de la mitzvah que je vais devoir faire. Ça va?
Et donc, et là, on va tamer la Gada de Pessah. On va raconter la sortie d'Égypte. Alors, on va essayer de raconter, on va dire la Gada, on va essayer de dire des livrets Torah pendant la Gada, d'expliquer qu'est-ce qu'était l'amertume et pourquoi c'est nécessaire de passer par de l'amertume pour arriver à comprendre la liberté. Ouais, qu'est-ce que c'est que le Ramès, qu'est-ce que c'est que tout ce qu'on a vécu, pourquoi il y a eu tellement de miracles. Ouais, on avait des choses extraordinaires, qu'au final, on est reconnaissant de tout ce qui s'est passé parce que Hachem s'est révélé à nous de façon évidente et au monde entier. Voilà, on va raconter la sortie d'Égypte. Cet instant de liberté est fort dans le clan Israël. C'est ça qui nous a permis d'atteindre la Torah. Donc comprendre que tout ce qu'on a vécu comme esclave, ça a aussi permis d'arriver à pouvoir être soumis à quelque chose dans sa vie. Quelqu'un qui a dû être subir, ça lui permet d'accepter la soumission et de pouvoir être objectif dans son écoute. Oui, 210 ans d'esclavage, c'est sûr que ça a dû marquer les consciences et ça a permis d'être soumis au maximum pour pouvoir intégrer la connaissance. Quelqu'un qui pense qu'il sait quelque chose, il ne peut rien apprendre. Donc nous on pense que, alors que si mon seul désir c'est d'arriver à connaître le maximum, me rapprocher d'Hachem au maximum, il faut que j'ai une capacité de soumission. C'est ça que ça veut dire la soumission. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est une capacité d'humilité. Ouais. Et cette humilité, je l'ai atteint par toutes les expériences vécues, ça me permet d'être à l'écoute de ce que j'entends, à la différence de Pharaon, qui lui est incapable, têtu comme il est, dans ses intérêts, il est incapable d'écouter les gens. Ça va ? Nous, on a une capacité d'absorption qui est extraordinaire parce qu'on était un jour esclave en Égypte. Voilà. Et c'est ça aussi un peu, c'est ça qui va nous aider à être libre. Donc on va parler de la Gada Pessah, jusqu'à ce qu'on ait fini. Vous voyez ? Après qu'on ait terminé, donc on va faire les Tiyat Yadayim, mais cette fois-ci avec la Bracha, puisqu'on va faire la Mitzvah de Motzi Matzah. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a deux, donc on va faire les Tiyat Yadayim avec Bracha, les Tiyat Yadayim. Ensuite, on va prendre deux matzot entières et une au centre. Donc, je prends les deux matzot et celle du centre. Je les tiens dans ma main, dans mes deux mains. Vous voyez ? Je vais dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lachem min haaretz. Pourquoi ? Parce que j'ai deux matzot entières. Pourquoi deux matzot entières ? Parce qu'il y a un pain double pendant Yom Tov et Shabbat. Le pain double, c'est quoi le pain double ? C'est qu'il est tombé deux parts de manne le vendredi. Oui ? Une pour le vendredi, une pour le Shabbat. Donc ces deux parts de manne, c'est le souvenir qu'on a de prendre deux pains entiers. Donc les deux matzot, a priori, c'est les deux pains entiers. Et la matzah du centre, c'est ça qui va représenter la matzah. Donc je prends mes deux et je dis à Moshe Lachem min haaretz. Je lâche la matzah du bas. Je lâche la matzah du bas et je tiens en main la matzah du haut et la demi-matzah. Et là, je vais dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Voilà. Et là, je casse la matzah et le motzi et je mange et je distribue. Ça va ? Maintenant, combien il faut manger et qu'est-ce qu'on appelle manger ? Combien on doit manger ? Alors, c'est marqué Ba'erev Tochuvatot. Il faut savoir que cette mitzvah, elle ne dure qu'un soir. C'est la mitzvah de manger des matzot qui ne dure qu'un soir. Le lendemain, c'est fini. Donc la mitzvah, elle va durer un soir minat Torah. Donc il faut être sûr de pouvoir l'accomplir de façon cohérente et juste. Comment je veux faire ? C'est quoi manger ? Alors, c'est marqué dans la Gemara que toutes les mesures de la Torah, toutes les mesures ne sont pas écrites dans la Torah. À part le Mishkan, on connaît les mesures. Mais tout le reste, on ne connaît pas. Ça va ? D'où ça a été donné ? Ça a été donné sur le mont Sinaï. Que les tefilines sont carrés, sont noirs, je sais pas moi, combien il faut manger ? Marqué, tu mangeras des matzot, combien ? On ne sait pas. Etc., etc. Toutes ces mesures-là, elles ont été dites sur le mont Sinaï. Et transmises d'Hachem à Moshe Rabbeinu, qui nous les a transmises. Stav achila, une achila, c'est kazaït. La taille d'une olive. Oui, quand on parle d'achila, on dit ne mange pas du cochon. Combien il faut manger ? Un kazaït. Ouais, une taille de 30 grammes. Ça, c'est pour recevoir un onesh. Mais manger même un gramme de cochon, c'est interdit. Ça va ? Seulement, combien il faut en consommer pour amener un korban, pour recevoir une punition, etc. Il y a une mesure, combien c'est ? C'est 30 grammes. Stamachila, kazaït. La taille d'une olive, comme une olive, kazaït. Donc on voit que déjà, premier renseignement, c'est qu'on n'a pas donné l'unité de valeur que le kilogramme, ni le kilogramme. L'unité de valeur, c'est un volume. Un zaït, c'est un volume. Ça va ? Un œuf, c'est un volume. L'unité de valeur, ce sont des volumes. Donc on voit que quoi ? Il faut manger 30 grammes. Mais alors qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut manger. On n'a pas dit il faut déguster. Comment je mange ? Je mange, d'un coup je ne m'arrête pas. Mais quand je déguste, je prends un morceau de pain et puis je discute, et puis je ne suis pas très faim, donc je mange un petit morceau de pain, je discute avec vous. Après je prends un deuxième et je discute avec vous. On n'a pas demandé de grignoter quelque chose, on a demandé de manger. Donc il faut, un, consommer une quantité, deux, dans un temps donné.
il faut que je mange sans m'arrêter dans un temps donné, parce que c'est à manger. Quand j'ai pas faim, je mange un petit morceau et j'arrête. Et je vais à la cuisine, je vais dans mon balcon, et je reviens et je remange un peu. Non, manger c'est pas ça. Manger, c'est manger en discontinu. Donc combien c'est? Alors les poskim disent qu'il faut manger entre 2 et 4 minutes. Entre 2 et 4 minutes, le kazaït, les fameux kazaït. Maintenant, ça va jusqu'à 7 minutes et demie. Donc 2 minutes, 4 minutes. Il faut manger, il ne faut pas s'arrêter de manger. Il faut savoir que le motzi matzah, on le mange aussi accoudé. Que si on n'a pas été accoudé, on n'est pas quitte la mitzvah. Donc c'est important de te rappeler qu'on est accoudé au moment où on mange la matzah. L'idée de manger un kazaït, qu'est-ce que c'est qu'un kazaït? Alors là, on va rentrer dans les shiurim, ce qu'on appelle les mesures. Il y a plusieurs opinions là-dedans. Alors il y a plusieurs chitotes. Il y a une marloquette essentielle, une discussion entre le Chazonish et le Rav Chaim Naeh. Le Chazonish, c'est le posek Ashkenaz, et le Rav Chaim Naeh, c'est le posek Sfarad. Celui qui a décidé, d'après les qui a mesuré des mesures. Partir du principe qu'il y a une autre marloquette. Qu'est-ce que c'est que le volume d'une olive? Est-ce que l'olive c'est la moitié d'un œuf? Ou une olive c'est un tiers d'œuf? Marloquette entre Rashi et le Rambam. Oui, le Rambam il dit que c'est la tiers d'un œuf, et le Rashi il dit que c'est la moitié d'un œuf. Maintenant, le Mechaber Shulchan Aruch il a été posé comme l'opinion qui pense que c'est la moitié d'un œuf. Khatsi Betza, la moitié d'un œuf. Le volume d'une olive, c'est la moitié d'un œuf. Ça va en volume. Combien c'est un œuf? Marloquette aussi entre le Mishabro, il ramène des Acharonim qui doutent de savoir est-ce que le volume qu'on a aujourd'hui de l'œuf et de l'olive, c'est le volume qu'on avait à l'époque du Beth Amikdash ou à l'époque de la Torah. Alors il y en a qui disent que le shiur, il a diminué de moitié. Et il y en a qui disent qu'on a conservé les volumes de l'époque. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sortirait? Que d'après le Chazonish qui dit que on va faire une mise à la Torah, donc il faut quand même qu'on ait peur de faire la bracha. Je vais dire à la Chilat Maror, je vais dire à la Chilat Matzah. Mais si c'est pas la mesure que la Torah a demandé, j'ai pas fait la mitzvah, donc j'ai fait une bracha la matara, autant que j'ai raté la mitzvah. Donc il dit, il vaut mieux qu'on soit mahmir, de considérer la marloquette et de dire que les volumes ont diminué de moitié, pour être sûr de faire la mitzvah. Donc lui il considère, il pense le Chazonish, qu'un œuf, c'est 50 cm3. Des petits centimètres cubes, ouais, 50. Ça, c'est la taille d'un œuf. Et il faut savoir qu'en termes d'eau, ouais, comment on calcule le volume? Vous prenez un récipient, vous mettez de l'eau à rabord, ouais, vous prenez un œuf et vous trempez dans le récipient. Toute l'eau qui va sortir, c'est le volume de l'œuf. C'est comme ça qu'on calcule le volume. Et après, on traduit ça en grammes. Bien d'abord, il faut calculer le volume. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Donc, il dit qu'un œuf, c'est 50 cm3, d'après le Chazonish. Maintenant, quand vous prenez un matzah et vous l'écrasez, qu'il n'y ait plus d'air, et vous la mettez dans l'eau, ouais, le volume qui se dégage, oui, et qui traduit en poids, d'après le Chazonish, c'est entre 25 et 27,5 grammes. Un kazaït, une olive. La taille d'une olive, si le shiur a doublé, ouais, c'est entre 25 grammes et 27,5 grammes. Ça, c'est le poids de l'olive selon le Chazonish. D'après le Rav Chaim Naeh, c'est entre 13,5 et 15. Ça va? Donc les séparés. Entre 13 et 15. Ça va? Maintenant. Il y a l'opinion du Rambam qui pense que un kazaït, c'est la taille de l'olive, c'est un tiers d'œuf. Maintenant, si je prends le shiur du Rav Chaim Naeh, que le minimum c'est 13,5 grammes, et le double, ça fait 27, divisé par 3, puisque le tiers d'un œuf, ça fait 9 grammes. Il faut savoir que le plus petit shiur qui existe, c'est celui du Rambam, qu'un kazaït, c'est 9 grammes. Le plus grand shiur, c'est 27,5. Celui de Rav Chaim Naeh, c'est entre 13,5 et 15. Et d'après le Rambam, selon le Rav Chaim Naeh, ce serait 9. Pourquoi je vous donne ces 3 mesures? Pour dire comme ça. Toutes les mitzvot qui sont mises à la Torah, dit le Mishnah Berurah, on va faire la chumra, de prendre le plus grand shiur. Donc, matzah, c'est mis à la Torah, je vais prendre 27,5 grammes. Le motzi, le maror, l'afikoman, le korer, c'est pas mis à la Torah, je suis pas obligé de prendre le grand shiur.
prendre la grande mesure de 27,5. Ça va? Donc, motzi matzah, le motzi n'est pas minatora. Donc je peux prendre 13,5 grammes jusqu'à 15 grammes. La matzah, 27,5. Donc si je fais 27,5 plus 15, ça fait 42,5 grammes. Ça va? Donc qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais mesurer 42? Moi je suis balavé, je fais un motzi de raminare, je mange. Je dis, il faut manger 42,5 grammes. Vous savez ce que c'est? Tu manges une matzah, on est comme ça, on est comme des fous, on ne sait pas quoi manger. Ça va? Comment on fait alors? On est obligé de mesurer les matzot avant de les manger. Donc comment on fait? On est obligé de mesurer. Donc c'est pour ça que moi, à chaque fois, tous les ans, qu'est-ce que je fais? J'ai une balance, ouais, au gramme près, qui est cachée à l'épaisseur, que j'ai bien nettoyé, et je pèse mes matzot. D'accord? Qu'est-ce que je fais? J'achète des matzot. Les matzot à la main, les rondes, celles qui sont entières, je les garde, et celles qui sont brisées, je les utilise pour mesurer avec mes casétines. Ça va? Pour les adultes, hommes et femmes, je fais motzi matzah, donc je mets, on va dire 43 à 44 grammes, ouais, je mets là-dedans, dans un sac, et la personne, avant, quand je fais motzi lechaminaretz, il a son petit sac, et je suis sûr qu'il va manger la mesure de la Torah, parce que la mitzvah ne dure qu'un soir. Minatora, elle dure qu'un soir, voilà. Et si je l'ai mal faite, je l'ai ratée. Ça va? Donc c'est important de exactement savoir comment il faut manger. C'est pour ça qu'on prépare avant les kazetim pour être sûr de manger de faire la mitzvah de façon cohérente et correcte selon la Torah. Il faut absolument mesurer, pas dire voilà, mange à peu près 2 tiers de matzah, 3 tiers de matzah, on sait pas ce que c'est. Des fois elles font 60 grammes, des fois elles font 70 grammes. On ne peut pas savoir, donc on ne va pas manger n'importe quoi. Ça va? Donc pour les adultes, c'est clair. Pour les personnes âgées, pour les enfants qui ne sont pas bar mitzvah, pour les gens malades qui ne peuvent pas manger beaucoup. Par exemple, la grand-mère, elle ne peut pas dire mon chéri, je vais manger un petit morceau, ça me suffit. Je dis non, dommage. Si tu manges 9 grammes, tu es quitte selon le Rambam. Ça vaut le coup de lui proposer de manger 9 grammes. 9 grammes, c'est à peine, on va dire un sixième d'une matzah. Une matzah ronde, c'est un morceau comme ça, si elle a mangé ça, c'est à l'équipe de la mitzvah. C'est dommage de ne pas la proposer. Pour qu'elle mange un petit morceau, elle n'a pas fait la mitzvah. Donc on s'appuiera sur l'opinion du Rambam, qui n'est pas celle qu'on utilise d'habitude, mais qui peut nous servir a posteriori pour des gens qui ne peuvent pas manger. Des gens malades ne peuvent pas manger trop, ou des enfants. On ne peut pas donner des grands shiurim. On s'appuiera sur le Rambam pour leur donner le petit shiur. Donc les gens malades, les personnes âgées et les enfants, on peut donner 9 grammes. Donc 9 et 9, 18. Divisé par 3, ça fait 6. Donc, vous avez compris, donc on va donner ces choses-là. Pour les adultes, oui, on donnera 27 et 27,5 et que je dis et 27,5 et entre 13,5 et 15. Voilà, vous mesurez, vous êtes sûr d'avoir fait la mitzvah, c'est très important qu'on soit sûr de la mitzvah. Minatora, c'est. Non, mais là, les 15 grammes. C'est le Rav Chaim Naïm. Le Rav Chaim Naïm. Oui. Je sais que c'est un peu saoulant avec ce que je vous dis. Il faut savoir. Maintenant, vous avez compris les shurim, voilà, il y a 2 shurim. Il y a la mesure du motzi et de la matzah. Ça va? C'est pour ça qu'il faut absolument. Parce que quand on est en train de faire motzi matzah, on ne sait même pas comment. Les gens ils mangent et ils disent ouais, à peu près la moitié, et ils mangent mal ou ils mangent trop. Ouais, et après ils vont plus pouvoir manger le reste des mitzvot, ils vont abandonner ou ils vont mal faire. Ça va? Donc il ne faut pas décourager les gens, autant qu'il faut être sûr de manger les bonnes mesures. Donc c'est bien que vous sachiez exactement les mesures. Ensuite, on a quoi? Donc, motzi matzah. Ensuite, on a quoi? Magid rorza, motzi matzah, maror. Ensuite, on va manger le maror. Donc, le maror, oui, c'est soit on prend de la laitue, qu'on doit vérifier, soit on prend des endives, aussi qu'il faut vérifier. Ouais, on doit vérifier qu'il n'y a pas des tolaïm. Et là, on va prendre, comme c'est du maror, c'est pas minatora, on peut encore une fois manger le shiur. Le shiur petit de 15 grammes, ça suffirait. 15 grammes, c'est environ 3 feuilles. Ce qui est bien, c'est de voir, mesurer. Ouais, comme de la même manière que vous avez mesuré le vin que vous devez boire pour avoir une idée de ce que c'est, combien c'est 8,8 centilitres, à peu près, le minimum c'est ça. Donc vous allez regarder, vous allez voir combien dans un verre, c'est pas grand chose. Et aussi le maror, il faut savoir combien. Vous avez des feuilles de laitue, on mange combien, on ne sait pas. Donc c'est important d'avoir vu un peu, d'avoir une vision des choses pour pouvoir manger correctement, savoir exactement ce qu'on peut manger, savoir ce qu'on doit manger. Le maror. Après, il y a le korer. Donc, on mélange. Après, selon Aïl la Zaken, parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, comment ça se passait? On mangeait le korban Pessah.
et on mangeait la matzah et le maror en même temps. Al-matzot ou morim yochlou. C'est comme ça qu'on mangeait à l'époque. Donc c'est important qu'on le fasse aussi sur le minhag des chachamim, de faire comme Hillel Zaken, Hillel qui disait qu'il fallait manger ensemble. À cause de ça, on mange. Donc, mais comme c'est pas mis la Torah, de nouveau, on peut manger 15 et 15, ça suffit. Ça va 15 et 15, ça suffit. Et le afikoman à la fin du repas, Mishlomé Chaber, il fallait manger un kasaïd, donc la taille d'une massa de 15 grammes, oui. Mais le Mishnah, il ramène qu'a priori, il faudrait manger 2. Donc ceux qui peuvent manger 2 fois 15, ils s'acquitteront selon Mishnah Bora. Et parce qu'il disait qu'il y avait un korban chagiga, korban Pessah. Il y a deux sacrifices qu'on a apportés à Pessah, le korban de la fête et le korban Pessah. D'accord? Fête, ça veut dire qu'il y a un korban de fête, comme il y a un korban de Pessah, il y a un korban de Shavuot, de Sukkot, korban de fête, et il y a un korban spécifique à la fête qui est le korban Pessah. Ça va, il y a les deux korbanos. Pour ceux qui disaient qu'il fallait manger 2 fois l'afikoman, 2 fois l'afikoman. Vous avez compris? Mais dans l'afikoman, il faut manger avant Chatzot Halayla, avant la moitié de la nuit. Ça veut dire, à Paris, c'est 2h10. Avant 2h10, il faut avoir fini l'afikoman, avant. Pour être sûr de quitter la misva, oui. Faire attention de ne pas non plus s'allonger et de rater la misva. On mange cet afikoman et après on ne peut plus manger après. On peut boire que de l'eau, et tout ça, mais pas manger. Parce qu'il faut garder, en bouche le goût de la matzah, et donc on ne mange rien après l'afikoman. Et après on fait Birkat Hamazon. Ça va? Et après qu'on est fini, on fait Birkat Hamazon, on prend le 3e verre et le 4e verre, et après on fait Hallel Nirtza, on fait Hallel, etc. Tout ce qu'il y avait derrière, où on chantera Gadia, où on chante des chants de Pessah, où il y en a qui disent Shira Shirim, il y en a qui font Shira Shirim aussi à la fin du Seder. Ça va? Voilà en gros la fin du Seder. Alors, à propos de la cachérisation, aussi c'est important que vous sachiez comment on cachérise, parce que Pessah, on a des choses à cachériser éventuellement, donc c'est sûr qu'on va devoir cachériser l'évier, oui, cachériser la gazinière, le four, qu'il faudrait utiliser le micro-ondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cachériser le frigidaire, le congélateur, toutes des choses qui sont nécessaires pendant Pessah. Alors comment on cachérise? Alors, il faut savoir que quand, je sais pas, vous avez fait des pâtes, ouais, vous avez fait bouillir des pâtes dans une marmite, on se débarrasse de l'eau des pâtes bouillantes, donc on déverse l'eau bouillante qui contient des pâtes, ouais, de l'eau du goût des pâtes dans l'évier. Vous avez fait du blé, vous avez fait une dafina, vous avez rincé tout ça dans l'eau chaude et tout, il va forcément y avoir des débordements de chametz dans votre évier. Donc votre évier, il est chametz. Parce que les pâtes qu'on a ébouillantées dans l'eau et qu'on a déversées dans l'évier, le chametz s'est déversé dans l'évier. Donc dans l'évier, dans la paroi de l'évier, baloua est enfoui dedans du chametz. Cet évier, il est chametz. Autant il peut avoir giclé sur les robinets, autant il peut avoir dormi pendant les cours. Les deux sont vrais, d'accord? Donc il y a du chametz qui se répand là-dedans. Comment on cachérise ça? Oui? Comment du chametz? Alors il faut savoir, comme ça, là la chaïle, que tout ce qui est chametz existentiel, du vrai chametz, par exemple, il y a une pâte qui s'est collée sur la paroi, cette pâte-là, elle va mettre des semaines à pourrir. Par contre, le goût qui est rentré dans la paroi, le goût qui est rentré dans les parois, qui a pénétré à cause de la chaleur, il va durer que 24 heures. Ça va? Maintenant, le goût, il va rentrer, il va rester que 24 heures. Comment on fait? Donc, il faut faire comme ça. Il faut nettoyer l'évier. Donc, vous prenez votre Jex, vous nettoyez tout ce qui est apparent. Il faut faire attention qu'autour du robinet, sur le robinet, sur le tuyau du robinet, ouais, il y a du calcaire, souvent du calcaire. Il faut savoir que le calcaire, il va empêcher l'eau chaude de toucher la paroi, ouais, de métallique. Donc, il faut retirer le calcaire qui est autour. Faire attention de nettoyer de façon à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit chotzetz, qui va faire écran entre l'eau que vous allez déverser dessus et le métal. D'accord? Bien nettoyé. Après, vous avez nettoyé, il faut attendre 24 heures. Après qu'on l'ait nettoyé, on attend 24 heures. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, le goût qui est dedans, il a pourri. Donc quand je vais verser mon eau chaude, le goût va sortir. Maintenant, si on est dans les 24 heures, il va rester vraiment du chametz, il va rentrer dedans, qu'est-ce que j'ai gagné? Après 24 heures, ce qui sort, c'est de la pourriture. Donc j'ai pas de problème, ouais. Et même si ça rentre, c'est de la pourriture qui est rentrée, ça ne me dérange pas. Donc il faut absolument que ça sorte. J'attends 24 heures pour que le pain, la partie chametz, elle a pourri, et c'est ça que je vais évacuer. Donc quand je verse de l'eau chaude, j'évacue et je mets de l'eau froide derrière pour que ça ne puisse pas rentrer, ça a tiédi, donc ça ne rentrera pas. Parce qu'il n'y a que la chaleur qui permet la pénétration. Rien d'autre. Tout ce qui est à froid, ça ne pénètre pas dans les parois. Il n'y a que la chaleur qui peut pénétrer. Alors, ce qui est important, c'est quoi? C'est que je sache que comment j'ai rendu chametz sur mon évier, parce que j'ai déversé
de l'eau Hametz sur mon évier. Comme ça a été en déversant, de la même manière, je vais verser de l'eau chaude pour l'extraire. Comme je l'ai fait pénétrer, je vais l'extraire. De la même manière que s'il y avait de l'eau bouillante, j'ai déversé, je vais le sortir. Ouais, à la différence que si ce n'était pas en versant, mais en chauffant. Par exemple, j'ai ma marmite, elle est Hametz, celle qui était sur le feu, j'ai fait des pâtes avec. Je ne vais pas verser de l'eau chaude pour la cachériser, ça ne marchera pas. Je vais devoir la tremper dans l'eau chaude. La marmite carrément. Parce que le Hametz, il a pénétré en étant sur le feu, il faut que je la fasse rentrer dans un kéli qui est sur le feu. Comme c'est rentré, ça doit sortir. Ça va? Donc l'évier, c'est pareil. Je déverse de l'eau de chaud. Comment on fait? Alors comment on va faire? On va prendre une marmite, on va faire de l'eau chaude, on va verser dessus. C'est difficile parce que des fois on va se brûler. Alors qu'est-ce que je préconise? C'est comme ça. Vous achetez une bouilloire que vous utilisez à Pessah, Kachar et Pessah. D'accord? Vous la branchez, oui, à une rallonge électrique pour avoir pour pouvoir bien manipuler la bouilloire. Vous allez remplir votre bouilloire d'eau chaude et vous allez la bouillir. Ça va? Maintenant, quand elle a bouilli, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le support de la bouilloire, vous la tenez toujours allumée, la bouilloire allumée, et allumée qui bout, vous versez l'eau chaude, pour arriver au maximum de la température possible. Ça va? Vous tenez la bouilloire et vous appuyez, et elle bout, et là c'est là que vous versez l'eau chaude. Ça va? Maintenant, vous n'allez pas verser l'eau chaude sur la partie plate, parce que l'eau que vous avez dans la bouilloire, elle ne suffira pas à cacher tout votre évier, donc vous allez le faire en plusieurs fois. Alors ce qu'il faut faire, pour ne pas être obligé de nettoyer, d'essuyer les parties qui ont dû couler après que j'ai versé sur le plateau où je mets la vaisselle, avant d'arriver dans le bassin, l'eau elle cacherait mais elle s'écoule et elle refroidit. Non, il faut absolument que je commence par les bassins. Oui, vous faites les bassins, les deux bassins, et après vous faites les parois. Ça va? Que là c'est sûr que le Hametz que j'ai mis l'eau chaude dans les bassins, j'ai mis l'eau froide, et après, donc là c'est resté sec. Et après, je peux directement cachériser les parties plates et je mets de l'eau froide dessus. C'est comme ça qu'on procède. Et également pour le robinet, pareil, le robinet et le tuyau de robinet et le robinet lui-même. Ce qu'il faut faire, c'est aussi vérifier la grille, ouais, parce que des fois dans le siphon, il y a du Hametz, des miettes qui sont restées. Donc, vous nettoyez, si vous arrivez à le retirer, vous nettoyez, ou bien vous mettez du desktop pour carrément éliminer le Hametz qui s'y trouve, ce qui peut remonter. Ça va? Voilà, c'est possible que s'il y a un reflux, ça remonte, il y a du Hametz dedans, vous allez faire la vaisselle à l'eau chaude, et c'est possible que ça remonte, ça va? On ne cachérise que des éléments cachérisables, c'est-à-dire l'émail, pas l'émail, les éviers en inox, oui, éventuellement en résine, en plastique, etc., c'est cachérisable. Mais le reste, l'émail n'est pas cachérisable. Si vous avez un évier en émail, comme avant, ils avaient des éviers en émail, l'émail c'est de l'argile, ça ne se cachérise pas. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour lui ou c'est pour eux? Ça va? C'est incachérisable. Ça va? Il faut absolument utiliser soit des éviers en émail, en inox, ou bien en résine. En résine, c'est possible de cachériser. Plastique, on peut cachériser. Donc ça, c'est l'évier. Ensuite, vous avez le four. Les fours pyrolyse, ils sont cachérisables, les fours catalyse, incachérisables. Ça va? On ne peut pas cachériser. Quelqu'un qui n'a pas une pyrolyse ne peut pas cachériser, donc utiliser le four pendant Pessah. À pyrolyse, c'est possible parce qu'on arrive à une température 500 degrés. Qui, oui, va permettre de pouvoir éliminer et brûler, devenir cendre. Donc c'est fort, c'est puissant. Donc c'est vrai que si on met la pyrolyse pendant 1h30, on peut cachériser son four. Maintenant, il y a deux choses à savoir. Il y a les vapeurs de Hametz et le Hametz lui-même. C'est deux choses indépendantes. La vapeur de Hametz, quand vous faites des chalotes, vous mettez de l'eau dans la farine, vous faites une pâte, etc. Quand vous les mettez dans votre four, elles deviennent croustillantes parce que l'humidité échappe. La chaleur enlève l'humidité de la challah et elle durcit. Mais donc, il y avait de la vapeur de Hametz dans votre four. La vapeur, on peut l'éliminer avec la chaleur du four. Mais le Hametz qui était sur la plaque, oui, là il a un contact direct. C'est du Hametz qui a un contact. C'est pas la vapeur de Hametz, c'est du Hametz. Il y en a qui disent que la seule manière de cacher, c'est au chalumeau. Pourquoi? Parce que quand c'est rentré avec du liquide, je sors avec du liquide, mais quand il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de liquide, donc c'est le chalumeau, il faut vraiment le feu. Et là, le chalumeau, il faudrait carrément rougir la plaque, ouais, rougir la grille, ouais, rougir pour éliminer le Hametz qui s'y trouve. Donc dans ce cas, c'est un problème. Donc il y en a qui disent que il faut acheter des grilles, ouais, ou des plateaux coulissants que vous achetez qui sont neufs et Kachar et Pessah. Vous avez rempli le mikvé Kachar et Pessah, et là vous pouvez les remplacer. Ou bien au pire des cas, alors vous mettrez la grille directement dans le four à pyrolyse. Si vous n'avez pas le choix,
Ouais. Alors vous mettrez directement la grille dans le four à pyrolyse. Ça va? Et vous mettrez il faut savoir que la couleur, ça va déteindre, donc elle va perdre son brillant. Et c'est comme ça. Ouais, elle est plus brillante comme avant, mais c'est la seule unique manière de pouvoir cachériser les grilles. Ça va? Deuxièmement, il y a les gazinières. Les gazinières, donc il y a trois styles de gazinières. Il y a les gazinières, comme il y a les gazinières classiques à gaz, oui. Il y a des plaques à induction et des plaques à vitrocéramique. La différence, c'est qu'une plaque à induction, oui, il faut poser la marmite pour que ça chauffe. Donc comment cachérise? Parce que si vous mettez votre plaque dessus, elle est ramesse, vous mettez votre marmite, elle va rendre ramesse la marmite. Oui. Donc comment ça se passe? En général, c'est du verre. En général, c'est du verre mélangé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nettoie correctement. On nettoie correctement la plaque vitrocéramique. Si on peut, vous savez, il y a de l'aluminium très épais. Oui, épais. Les grands, donc vous enveloppez votre grille, ouais, votre plaque vitrocéramique, votre plaque à induction, et vous coupez autour des trous. Ça va? Donc vous coupez là où il y a les résistances, le rond vous coupez, ouais, de façon que, au pire, si ça déborde, alors, comme vous nettoyez bien avant, et vous découpez autour. Ça va? De façon que même si ça déborde, oui, ce qui est débordé, ça va tomber sur l'aluminium et ça risque pas de remettre votre truc. Et comme ça a été nettoyé, c'est du verre, oui, donc nous les Sfaradim, on pense sur le verre, ça ne boit pas le chametz, oui, ça ne s'introduit pas, donc on peut nettoyer et après on met dessus. Les autres, les plaques vitrocéramiques, on allume les feux, oui, les résistances on les allume à fond pendant une demi-heure, les feux à gaz c'est pareil, on les allume pendant une demi-heure. Ça va parce que le feu est puissant, il va brûler le chametz qui s'y trouve. Les grilles dans les gazinières, on les retire. Oui, parce que qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez fait des pâtes, elles ont débordé, ça a débordé sur la grille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre les grilles, les nettoyer, attendre 24 heures et tremper de l'eau chaude dessus. D'accord? Toujours attendre 24 heures, sinon ça ne marche pas. Donc il faut attendre 24 heures après usage pour que le chametz qui est pu pénétrer va pourrir. Et à ce moment-là, vous versez de l'eau chaude dessus, c'est comme ça qu'on cachérise. Micro-ondes, c'est une marloquette, une discussion, est-ce qu'on peut ou pas. Donc il y en a qui pensent que c'est impossible de les cachériser. Pourquoi? Parce que la différence du four, quand vous allumez un four, il y a des résistances intérieures qui chauffent, d'accord? Mais ça chauffe le four et les parois du four. Donc les parois sont brûlantes, et là elles peuvent extraire le chametz qui s'y trouve. Quand vous avez fait cuire des chalotes, ou vous avez fait un gratin dans un four, ouais, des gratins avec du fromage ou des trucs comme ça, la pâte elle va suinter des vapeurs de pâte, et ça va se coller sur les parois. Mais comme les parois sont brûlantes, elles peuvent extraire la chaleur qui a pu pénétrer en chauffant. Mais le micro-ondes, c'est l'inverse. Les parois sont froides. Quand vous mettez, je sais pas moi, des pâtes à cuire ou des pâtes à réchauffer dans un micro-ondes, oui, c'est les rayons qu'on envoie sur les pâtes qui vont faire bouger les molécules et qui vont chauffer les pâtes. Donc la vapeur, elle va se dégager des pâtes, mais les parois sont froides. Donc si elles sont froides, comment tu vas extraire la chaleur qui a pénétré puisqu'elle ne peut pas sortir, les parois sont toujours froides. Alors il y en a qui disent qu'on ne peut pas les cachériser à cause de ça. Ça va? Et il y en a d'autres qui pensent que, comme c'est rentré, ça sortira, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez faire? Le plateau qui est en verre, vous le lavez, ça va? Parce que le verre ne pénètre pas, d'après nos Sfaradim, vous le lavez simplement, il est propre. Les parois, vous les lavez correctement, d'accord? Vous attendez 24 heures, et après 24 heures, c'est métallique. Après 24 heures, vous prenez un bol, si vous avez de la chance. Oui, moi je donne un bol. Donc si vous avez du bol, vous prenez le bol, vous mettez de l'eau dedans, ouais, avec du savon. Ça va? Du savon. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allumez votre micro-ondes. Attention de ne pas l'allumer 10 minutes, parce que ça va carrément exploser. Il faut l'allumer 3 minutes. Ça va bouillir. D'accord? 2-3 fois ça bout, ouais. Et vous allez voir que la vapeur, elle va se répandre chaude sur les parois. Et le savon va faire que ça va pénétrer, ça va pourrir le chametz qui s'y trouve. Ça va? Autant que ça va pouvoir l'extraire également. Ça va, la chaleur suffira. Donc il y a deux possibilités. Si vous pouvez vous en passer, tant mieux. Sinon, vous faites comme ça. Ça va? Vous mettez un bol plein d'eau avec du savon. Les vapeurs d'eau savonneuses, elles vont se répandre dans les parois du micro-ondes. Et c'est comme ça qu'on va cachériser le micro-ondes. Parce que le chien aboie, le chat miaule et la fourmi. Travaille. Hein? Travaille. Micro-ondes. Elle micro-ondes, la fourmi. La fourmi micro-ondes. D'accord? Ben, vous avez compris, c'est comme ça. Donc il faut faire un toit, il faut comme ça, on va. Hein? Oui, la fourmi, elle micro-ondes. Maintenant, vous avez compris? C'est comme ça, c'était pour un peu vous dissiper. Alors, qu'est-ce que je disais d'autre? Donc ça c'est le micro-ondes. Frigidaire, congélateur. Alors, les frigidaires,
il y a du Hametz qui a pu coller. Ouais, vous avez je sais pas moi, mis des choses dedans et ça, il y a des fois du Hametz qui a pu coller dans les parois du frigidaire. Ou bien vous allez poser sur les plats. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les étagères, on les retire, on les lave, les tiroirs, on les lave. Oui, on les lave bien, on lave les parois du frigidaire. Le freezer, pareil, on débranche, donc les parties sèches sont gelées, donc on décongèle, oui, et on nettoie correctement le Hametz qui s'y trouve. Il faut savoir que dans les frigidaires, il y a de la condensation. Quand vous ouvrez le frigidaire, il y a de l'air chaud qui rentre, ça crée de la condensation et il y a des écoulements d'eau. Maintenant, en bas, il y a une gouttière avec un trou. L'eau s'écoule, elle tombe dans un trou en bas du frigidaire. Vous avez vu, il y a une gouttière en bas du frigidaire et ça va tomber dans une sorte de petit flacon derrière le frigidaire. Ça va? Donc là, cette gouttière, en général, il y a du Hametz qui se colle là-dedans. Ouais, il faut bien nettoyer tout ça aussi, faire attention à nettoyer. Autant faire attention que sur les portes des frigidaires, vous avez la partie la plastique, là, le joint. Et là, vous allez voir qu'on est au mois d'avril, mais au mois de juin, hein, en général, on trouve, pour ceux qui en fument, vous allez voir là-bas que vous allez un peu écarter, ouais, et vous allez voir qu'il y a du Hametz. Parce que quand on met dans le freezer du Hametz et on ouvre les portes, ouais, il y a des fois des miettes qui tombent, et elles tombent d'Afka dans ce joint. Donc regardez, vous allez voir, un peu les garder pas trop fort, parce que vous allez essayer de le couper, mais regardez, vous allez voir qu'il y a du Hametz. C'est là que vous passez un coup d'éponge dessus pour enlever le Hametz qui s'y trouve. Vous savez, ça c'est dans le frigidaire. Le congélateur, il y a du Hametz dans la glace. Ouais. Alors si vous avez des tiroirs, si vous avez des congélateurs à tiroirs, ben, vous videz les tiroirs et vous les nettoyez. Si vous avez de la glace sur les étagères, si vous avez des étagères congelées là, s'il y a de la glace, aujourd'hui à moi, mais d'habitude il y avait ça. Moi ce que je fais en général, c'est que sur l'étagère, donc je retire les tiroirs, et sur les étagères, je pose une bassine et je bout de l'eau, carrément de l'eau chaude, je la bout dans la bouilloire et je déverse sur l'étagère de congélation qui fait tomber la glace. Et je laisse l'eau chaude à l'intérieur du congélateur et je ferme la porte. La vapeur, elle va vous permettre de décongeler. Ça va beaucoup plus rapidement et après, avec votre grattoir, ça va aller plus vite. Et vous répétez l'opération plusieurs fois et très rapidement, vous avez largement le temps de décongeler la glace qui se trouve là-bas, de nettoyer votre frigidaire, que ce soit propre, et après de remettre les éléments congelés à l'intérieur du frigidaire. Ça va? Voilà. Frigidaire, congélateur, c'est comme ça que je fais, en général. Qu'est-ce qu'il y a d'avoir dans la cuisine? Donc j'ai dit le four, la gazinière, la plaque vitrocéramique, le micro-ondes, l'évier. Les plans de travail, il faut prendre de l'eau chaude et tremper. On va aller verser de l'eau chaude dessus. D'accord? Et après vous mettez une nappe, si vous avez une nappe. La plata, le ravodier, c'est fini qu'il faut verser de l'eau chaude dessus à froid. Donc il faut verser de l'eau chaude et vous l'essuyez. Ne pas la rallumer quand elle est humide, bien sûr, et après, vous la recouvrez dans le papier épais d'aluminium. D'accord? Épais d'aluminium. Voilà. De façon parce qu'il y a des gens qui mettent des chalotes carrément sur la plata. Oui, donc il y a vraiment du Hametz dessus. Donc on fait comme ça, on la couvre d'aluminium, la plata, ouais, pour qu'il n'y ait pas de pénétration de Hametz dans vos plats de Pessah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Moi je dis que la bouilloire, il faut avoir la bouilloire cachée à Pessah. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout? Hein? Du Hametz, alors l'avant du Hametz, c'est important qu'on en parle. On ne vend pas du Hametz pour le garder. On ne vend que du Hametz qu'on ne pourra pas conserver, tel que des choses précieuses, du whisky. Ouais, du whisky c'est de l'orge, donc c'est du Hametz Gamour. Ça, si on ne peut pas, on ne va pas le jeter, alors on peut le vendre. Mais tout ce qu'on vend, c'est des choses qui sont du style des médicaments, des sirops, des bons médicaments qui ont un bon goût. Parce qu'il faut savoir que les médicaments, en général, même le Hametz qui s'y trouve, il est complètement dénaturé. Mais on est mahmir dans toute forme de Hametz, donc on le vend. Ça va? Maintenant, il faut savoir que si les gens sont malades, même s'il y a du Hametz dedans, on peut manger parce que, c'est pas pour manger. Et deux, le Hametz qui se trouve dedans, oui, il a carrément été dénaturé chimiquement, donc il n'y a plus du Hametz. Ça va? Maintenant, on est mahmir, alors on fait attention. Mais si vous avez besoin de manger des médicaments, de prendre des médicaments, et même si c'est du Hametz, ce sera moutard. Parce que c'est pas du vrai Hametz qui se trouve. Ça va? Mais bon, en général, les mahmir, on le vend. Donc on vend ces choses-là, on vend les médicaments, les sirops, on les vend. Vous allez vendre du whisky, mais alors tout ce qui n'est pas précieux. Les gens, parce que la vente a été faite, organisée pour des gens qui avaient du Hametz. Un type, il a une boutique, une boulangerie, il ne va pas jeter les gens qui ont hyper caché, ils ont du Hametz partout, ils ne vont pas le jeter. Donc on leur permet de vendre le Hametz à des goïms pour le récupérer après Pessah. Ça va? Mais des gens qui, on ne va pas faire des réserves de Hametz,
Il dit voilà, je garde du Khametz, je le vends, comme ça, à la fin de la fête, on aura du Khametz à la maison. Non, on n'a pas le droit de vendre, puisqu'on ne peut pas d'un côté se débarrasser de son Khametz de façon précise et minutieuse, et dire ah, mais d'un côté, je vends du Khametz. C'est incohérent, vous comprenez? Donc il ne faut pas vendre du Khametz comme ça. On fait en sorte qu'on se débarrasse de ce qu'on a, et ce qui nous reste, on nous donne une femme de ménage. Voilà. De toute façon, ce qu'on n'est plus rien chez soi, on est clean. Tu vois? Voilà. Est-ce que c'est clair et net? Oui, c'est non. Vous avez des questions? Ah oui, suivant, Oui. juste une question. Oui. Le plateau de Seder, Oui. tu as Arizal qui dit comment la procédure. Ah, l'ordre. L'ordre, et il y a un autre aussi, je ne sais pas. Ah, pour l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre? Arizal? Ouais, Arizal, ouais. Alors, oui, je crois. Ça va, vous avez des questions? Appuie. Appuie. Vas-y. Appuie.